Dans le Mac de la Santé aujourd'hui, on vous parle de ces accessoires et ces produits du quotidien qui peuvent contenir des substances toxiques dangereuses pour votre santé. Et qu'on trouve à la maison, les cosmétiques, les produits d'entretien et même le papier toilette, ça y en a dans tous les domiciles. On fait le tour de la maison aujourd'hui et on vous aide à faire le tri, à faire les bons choix dans quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Une heure durant laquelle on répond aux questions que vous nous posez et celles que vous recevez. Rime, bonjour. Bonjour. Vous répondez à la question de Monique à propos des bas de contention et vous êtes venu avec des accessoires. Exactement, on va tester avec et pour Monique différents accessoires puisqu'elle a du mal à mettre ses bas de contention comme beaucoup de nos téléspectateurs et téléspectatrices. Donc ça, cet enfile-bas par exemple, vous allez voir tout à l'heure comment il marche et puis également ce boudin pour mettre le bas. Voilà, Je suis un boudin pour le bas, c'est un peu étrange. Je vous explique tout à On a l'heure. hâte de voir la démonstration. Sophie Janvier, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler des œufs, parce que les œufs, oui, c'est bon pour la santé. Ah mais oui, bien sûr, l'œuf c'est tout petit mais hyper costaud, très riche en plein de nutriments intéressants, un vrai trésor nutritionnel. Anne-Victor Rousselet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et vous allez aider les personnes qui ont tendance à trop culpabiliser. Oui, parce que la culpabilité, ça peut être adaptatif, mais ça peut aussi faire du mal. Le Mac de la Santé, c'est également du reportage. Et dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans l'Aude à la rencontre d'Audrey, tatoueuse et qui aide les femmes à se reconstruire après une chirurgie du cancer du sein. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour des œufs, car oui, on peut le dire, c'est très certainement l'aliment parfait. Riche en protéines, qui ne coûte pas cher, mais qu'on a parfois du mal à trouver au supermarché ces derniers temps. Alors, combien d'œufs peut-on manger par jour? Font-ils vraiment monter le cholestérol? Et comment choisir de bons œufs? Les explications avec nos deux spécialistes. Je vous rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555. Et il est 13h39, c'est l'heure de retrouver Emma Strack et le journal. 39, c'est l'heure du journal. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à la pollution intérieure, au moins aussi problématique pour la santé que celle de l'air extérieur. Il faut dire qu'on passe 85% de notre temps en espace clos, à l'école, au travail et évidemment à la maison. Or, ça n'a l'air de rien, mais les objets et produits que nous achetons et nos petites habitudes de vie aussi peuvent avoir un impact sur la santé. Du shampoing à la télé, en passant par la bouilloire électrique et même la litière du chat. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir grâce à ce livre Antitoxique, le guide des polluants cachés, publié chez Albin Michel. Il est hyper complet. Il nous aide très concrètement, pièce par pièce, à faire les bons choix et à adopter les bonnes pratiques. Et pour en parler, nous sommes ravis de recevoir l'auteur de ce livre, le docteur Pierre Souvet, médecin cardiologue et cofondateur de l'association Santé Environnement France. Bonjour. Et bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est vrai que dans ce livre, on a plein de conseils pratiques, mais il y a un geste simple du quotidien qu'on peut tous faire à la maison, c'est tout simplement d'ouvrir ses fenêtres, d'aérer. Ça déjà, c'est un premier bon geste. Oui. Alors je voulais vous dire que c'est un livre collectif. Il y a 20 membres de mon asso qui ont participé et qu'évidemment, les royalties vont à l'association, pas aux auteurs. Précision importante. L'aération, c'est fondamental. La ventilation, c'est fondamental. Je vous raconte juste l'histoire très brève d'un copain de mon fils. Sa fille est malade, elle a de l'asthme. Je vais chez lui pour voir. Les motos étaient à l'intérieur. Il me dit, mais j'allume pas le moteur. Alors que l'essence, évidemment, rejette des composés organiques volatiles. Aucune aération. Et en plus, ils utilisaient des sprays pour assainir, entre guillemets, l'air. Et donc, au plafond, puisqu'il n'y avait pas d'aération, il y avait des moisissures. Et enfin, en fait, l'enfant n'est plus malade depuis qu'il a compris qu'il fallait enlever les motos, qu'il fallait aérer et améliorer sa ventilation. On ouvre combien de fois par jour et combien de temps? L'idéal, c'est plusieurs fois, donc 2 fois 5 minutes. Et puis, même l'hiver, 5 minutes, ça ne refroidit pas votre maison, c'est toujours l'argument. Est-ce qu'il y a des moments en particulier, quand on bricole, quand on fait le ménage, par exemple, où il faut penser également à aérer? Oui, bien sûr. Déjà, si évidemment, vous êtes près d'une voie à grande circulation, vous n'aérez pas au moment où il y a le plus de voitures, hein, bien entendu. Oui, parce que quand vous utilisez les produits, c'est pour ça que dans le livre, vous verrez qu'il y a des méthodes simples, le savon noir, le bicarbonate, et le vinaigre, qui commencent à être très utilisés. Si ce n'est pas le cas, des produits qui sont écolabellisés, dont on sait, c'est une garantie qui rejette moins de produits. Mais bien sûr, je ne parle même pas de la peinture. Normalement, une chambre d'enfant, il faut peindre plusieurs semaines à l'avance
aérer pour que l'enfant ne respire pas tous les rejets toxiques. Donc on de aère la 2 fois peinture. par jour, 5 minutes, toutes les pièces de la maison, même quand il fait froid, même lorsqu'il fait chaud. Ah, absolument. Il y a des gens qui m'ont dit j'aère quand je pars. Ben, je dis non, aérez plutôt quand vous arrivez. Vous parlez de contamination et finalement d'intoxication chronique. Vous avez évoqué le cas de cet enfant et son asthme. Quels sont les autres risques de la pollution intérieure pour la santé? Alors dans ces produits, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens notamment. Et donc, les troubles métaboliques, les troubles cognitifs, voire certains cancers sont liés. Alors, je ne dis pas que si vous utilisez de l'encens, vous aurez systématiquement un cancer, mais ça rejette des produits cancérigènes. Donc, si on peut faire autrement, alors si vous vous y tenez vraiment, vous n'oubliez pas d'aérer après, surtout, et vous évitez s'il y a des enfants en bas âge, s'il y a des gens qui sont malades. Donc, vous êtes raisonnable. Faire autrement, c'est aussi bien s'équiper. Alors, on a été faire des courses, on a acheté du shampoing sur lequel il est indiqué qu'il a été testé dermatologiquement. Je me dis que c'est pas mal pour mon cœur chevenu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il faut faire attention aux allégations publicitaires. Vous m'avez montré avant la liste, il y a eu 25 ingrédients. Dans ce shampoing. Dans ce shampoing. Donc, les gens ne sont pas chimistes. En plus, c'est écrit tout petit, il faut vraiment bien voir. Donc, il faut vraiment vous aider des applications. Alors, il y en a qui m'ont dit, oui, mais à chaque fois, dans le magasin, je ne vais pas aller refaire l'application. Mais non, une fois que vous avez votre produit fétiche, vous n'avez plus besoin de repasser à l'application. Mais ça veut dire que quand c'est testé dermatologiquement, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de produits qui sont potentiellement néfastes pour ma santé. En tout cas, dedans, j'ai vu des trucs à base de silicone, du lauride sulfate qui est irritant. Donc, ça ne veut pas dire que ça a été testé forcément des gens qui vont être plus sensibles. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles et puis il y a des gens qui sont plus sensibles. L'application à laquelle vous faites référence, il y a notamment quel produit qui a été monté par l'UFC Que Choisir. Est-ce qu'on peut se fier à certains labels également? Parfois, c'est indiqué sur les emballages, il y a des labels. Vous allez en voir certains ici. Est-ce que ça peut être une piste aussi pour faire le bon choix? Oui, l'écolabel européen ou Cosme Bio, c'est quand même une garantie. C'est pour ça que nous, on ne recommande pas d'acheter sur Internet dans des pays où c'est moins contrôlé. Et où des fois on peut retrouver des métaux lourds, par exemple, dans le rouge à lèvres, par exemple, du cadmium ou du plomb. Alors, si vous achetez européen et plutôt écolabellisé, là, vous n'aurez pas ce type de problème. Après la salle de bain, on passe à la cuisine avec des ustensiles. Et là, il faut faire les bons choix également. Qu'est-ce qu'on achète comme Oui, type je vois d'ustensile? une spatule en plastique. Donc évidemment, vous n'allez pas manger la spatule, vous n'allez pas manger le plastique. Mais quand elle est au contact des aliments, surtout si vous chauffez trop, bien sûr, des éléments du plastique. Et puis quand vous la jetterez, ça contaminera l'environnement. Donc on va préférer l'inox, on va préférer le bois. Donc ça, c'est poubelle. Voilà, carrément. Ce plateau n'est pas une poubelle, Jimmy, merci. Je vais le ramasser après, vous inquiétez pas. Donc plutôt en bois. Oui, alors les gens ont peur de rayer leurs casseroles. En effet, il ne faut pas que les casseroles soient rayées, sinon il vaut mieux les changer. Mais oui, évidemment, vous ne la laissez pas cuire avec les aliments. Vous la sortez. Et la bouilloire électrique, pareil, on l'a choisi plutôt pas trop en plastique. C'est mieux si c'est En inox? Oui, je vous remercie. En inox, parce que il n'y aura pas de transfert, il y aura pas de transfert dans l'aliment. Tout ce qui est plastique, il y a toujours un transfert. À froid, et encore plus à chaud. Donc on bannit le plastique d'une façon générale autant qu'on peut dans une cuisine. C'est valable pour les ustensiles, pour les appareils électriques, mais également les petits Tupperware. Enfin, c'est une marque Tupperware. Bon, j'ai pas dit ils ont l'intérêt. fait faillite en plus. Ah, ils ont fait faillite. Bon. S'il y a bien un équipement qu'on a tous à la maison et régulièrement, c'est le papier toilette. C'est quoi le problème avec le papier toilette? Donc il peut être celui qui est blanchi au chlore qui va contaminer l'environnement. On peut retrouver du formaldéhyde pour le rendre un peu plus dur, qui est un produit donc qui est allergisant et potentiellement cancérogène, ou des parfums. Vous savez, le papier toilette qui sent très bon, ou on peut être évidemment sensible, allergique, entre guillemets, en tout cas sensible à ces parfums. Et qu'est-ce qu'on fait alors? C'est difficile de s'en passer. Eh bien, on choisit, on regarde les marques qui s'engagent à limiter au maximum ce type de produits, qui sont chlore-free. Vous verrez sur le livre les éléments. C'est-à-dire sans chlore. Sans chlore, qui n'ont pas utilisé le chlore pour le blanchir. Voire, vous savez, la petite poire qui balance l'eau, qui vous permet de quasiment plus utiliser de papier. C'est très utilisé dans les pays asiatiques, beaucoup moins ici. Mais si vous construisez une maison, si vous avez cette chance, ça peut être une alternative intéressante. Un dernier petit mot, parce que ça peut évidemment être soit décourageant, soit un peu angoissant de voir qu'on a tout faux à la maison. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent? Parfois, on commence. Vous n'allez pas sauver le monde tout seul. Mais vous allez essayer de vous faire du bien en commençant petit. Premier truc, par exemple, donc j'aère, docteur Mohamed l'a dit, par exemple, je ne fais pas chauffer ma gamelle à midi dans le plastique au micro-ondes. C'est tellement simple. Vous aurez fait une petite action positive et vous allez vous dire « Ah, ça marche !» Et vous allez vouloir continuer. Donc, commencez petit.
Mais faites-vous du bien, faites du bien autour de vous. Commencez petit pour finir en grand grâce à ce livre Antitoxique, le guide des polluants cachés. C'est publié aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup, Dr Pierre Soulet. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous. Savez-vous combien coûte la prise en charge d'une entorse ou le prix d'un accouchement à l'hôpital? Eh bien, nous avons posé la question à des passants, car pour l'Institut Montaigne, envoyer le coût réel des soins reçus par un patient pourrait permettre de changer nos comportements et ainsi réduire le trou de la Sécu. Regardez ce reportage de Géraldine Zamanski, Timothée Derex et Maureen Marion. Combien coûte une entorse quand on passe aux urgences? Non, j'en ai aucune idée. Je fais quelques radios, tout ça, voilà. Il y en a peut-être pour 1000 € en moyenne. 200. Ah ouais, bon, ça va. Parfois, nous surestimons le vrai coût des soins. Mais le plus souvent, la facture réelle dépasse notre imagination. Une journée à l'hôpital, je pense que c'est, je vais dire, aux alentours de 100 €. Ça doit coûter cher quand même. Je dirais dans les 200, 300. Ça doit être autour de 300 €, je dirais. C'est 1500 € en 1500 moyenne. €. Ah ouais. Ça fait peur. Et à votre avis, un accouchement? Un accouchement, ça doit être cher, je pense. Parce qu'il y a plein de soins autour. Je vais dire 2000 €. 1500, 2000. 1000 €. 4000 €. Ok, on s'en rend vraiment pas compte, c'est fou. Cette méconnaissance du coût réel pour l'assurance maladie touche presque tous les soins reçus, de la boîte du médicament à la mobilisation d'une équipe chirurgicale. Pour certains experts, une telle opacité n'incite pas à la limitation des dépenses. La transparence des coûts est un des éléments pour augmenter la part de responsabilisation individuelle qui est absolument indispensable. Déjà, je pense qu'il faut impliquer l'individu à la fois dans la bonne maîtrise des dépenses de santé par un comportement sain, pour reporter l'arrivée de la pathologie et en ayant des dépenses justes et pas excessives. Mais là, c'est très dangereux parce qu'on habitue les gens à penser que la santé est gratuite. Il faudrait par exemple éviter les excès de consultations de spécialistes avec trop d'examens de radiologie. Mais les associations de patients soulignent le faible poids de ces abus dans l'ensemble des dépenses de santé et rappellent surtout que ce ne sont pas les malades qui rédigent leurs ordonnances. Ce que nous consommons, ce sont des prescriptions. C'est quand même la responsabilité du prescripteur qui nous prescrit des médicaments, des examens, voire même des opérations, des actes médicaux. Et là, effectivement, il faudrait peut-être aussi regarder si toutes ces prescriptions sont efficientes, ne sont pas redondantes, etc., etc. Impossible donc de faire uniquement reposer l'avenir de l'assurance maladie sur les épaules des patients. Tous les acteurs du système de santé doivent connaître et optimiser leur part dans la facture des soins nécessaires à la population française. On termine ce journal avec la prouesse d'un chien, mais pas n'importe quel chien. On vous présente Poncho, un chien de la police municipale de Madrid, en Espagne. Là, vous le voyez en train de simuler un massage cardiaque lors d'un entraînement. Donc, vous voyez, par terre, il y a un agent qui joue la victime et donc Poncho qui procède aux compressions. Et je ne sais pas si... Regardez là, il est en train de tendre l'oreille au niveau du visage de la fausse victime, probablement pour essayer d'entendre sa respiration, comme on fait en cas d'arrêt cardiaque. J'ai bien dit que c'était une simulation de massage cardiaque. Ça ne ressemble pas tout à fait à ce qui se passe en réalité. Non, c'est un début, mais pour faire un bon massage cardiaque, vous avez besoin au minimum de 2 critères. Le rôle dans le massage cardiaque, c'est d'activer la pompe du cœur pour envoyer le sang, notamment au cerveau. Et si le massage cardiaque n'est pas assez efficace, si vous n'appuyez pas suffisamment fort, vous voyez bien que le cœur ne pompe pas. Pour faire un bon massage cardiaque, il faut bien enfoncer les côtes sur plusieurs centimètres. Vous ne risquez pas de fracturer les côtes, vous allez tout simplement sauver une vie. Donc on y va franco et on enfonce vraiment les côtes sur quasiment 5 cm. Et deuxième élément, il faut aller à un rythme d'environ 100 par minute. Et pour ça, on vous met la chanson des Bee Gees, Staying Alive, et ensemble, on a le rythme. Bien nommée, cette chanson, elle était prédestinée quand même. Ah oui, c'est vrai. Vous savez que les pompiers ont fait une playlist sur je ne sais plus quelle appli d'écoute avec plein d'autres chansons au même rythme si jamais vous avez besoin de renouveler votre musique. Et pour revenir à notre histoire de chien, les images de Poncho restent quand même incroyables. C'est vrai, c'est pas mal. On les adore quand même. Et elles montrent les capacités d'apprentissage du chien. Et puis ça nous rappelle que c'est le meilleur ami de l'homme. Et effectivement, oui, jusqu'au bout du cœur. Cœur sur les chiens. Non, maintenant on fait, je sais plus, on fait un autre truc. Ah oui, il faut les trucs comme ça, je suis de la loose. Non, ouais. ils font pas ça, les ah oui, petits, ça c'est bien. Le ouais. petit geste
déjà... Bon, bref, allez, on est ringardos. À demain, Emma, salut. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour des œufs. Nous serons avec 2 spécialistes pour répondre à toutes vos questions. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons à la rencontre d'Audrey. Audrey, elle est tatoueuse et elle aide les femmes à se réapproprier leur corps après un cancer du sein. Culpabiliser est un sentiment normal, mais parfois, cette culpabilité est trop importante et elle vous fait souffrir. Eh bien, c'est la chronique d'Anne-Victoire Rousselet, qui est psychologue. Nous répondrons à la question de Monique, une téléspectatrice qui a du mal à enfiler ses bas de contention, parce que c'est vrai que c'est difficile. Elle aimerait savoir comment faire pour les enfiler. Eh bien, c'est Rim qui lui répond dans un instant. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver notre chroniqueur. Rim, Sophie, Anne-Victoire, très content de vous retrouver. Anne-Victoire, on commence avec vous. Vous êtes psychologue à l'hôpital et vous allez nous expliquer pourquoi on culpabilise dans certaines situations et comment mieux gérer cette culpabilité. Autour de la table, est-ce que vous avez une tendance, vous, à culpabiliser un peu plus facilement peut-être que les autres? Tendance à culpabiliser, mais je me soigne. Ah, on vous soignez, Rim. Anne-Victoire, Sophie, pardon. Moi, globalement, c'est fini tout ça. Non, la culpabilité, j'en ai pas trop. Donc finalement, la culpabilité, on en a besoin, mais comme Rim le dit, parfois, c'est difficile. Mais culpabiliser, c'est normal. Culpabiliser, c'est normal. Alors, on peut culpabiliser normalement et de façon pathologique, vous l'avez dit. Alors, je vais prendre des exemples pour éclairer un peu le propos. Simon, qui vient de rompre avec son ami, qui culpabilise, qui se dit que s'il a rompu, c'est de sa faute, qu'il n'a pas été à la hauteur de la relation, qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il aurait donné plus de temps. Et finalement, il s'attribue la culpabilité de cette rupture. Bon, ça, c'est plutôt normal. Si on dit que j'ai gâché la relation, je culpabilise car j'aurais pu faire mieux. Peut-être que la prochaine fois, je ferai mieux. Exactement. C'est un sentiment désagréable, normal, qui permet de réévaluer son comportement et puis de finalement réfléchir à des changements de comportement vis-à-vis de l'autre. Et c'est en ce sens-là que la culpabilité peut être adaptative. Par contre, parfois, elle est trop importante. Et là, elle devient pathologique, on peut le dire, tel C'est quel. ça, on parle de culpabilité pathologique. Alors je peux prendre l'exemple de Sabine, qui elle, quand elle était adolescente, a souhaité du mal, voire la mort de son père quand il l'empêchait de sortir quand elle était adolescente. Aujourd'hui, elle présente une dépression sévère. Et elle a cette idée, cette culpabilité dite délirante, on parle de culpabilité délirante, que le cancer du côlon que son père vient de déclarer serait dû au fait qu'elle lui a souhaité du mal quand elle était adolescente. Et elle n'en démord pas, elle en est absolument convaincue. Ça justifie son état de santé aujourd'hui, cette dépression, parce qu'elle ne vaut pas la peine, etc. Donc on a compris qu'il y avait 2 culpabilités, normale et pathologique. Mais on est tous amenés à ressentir de la culpabilité. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui ne ressentent aucune culpabilité, quels que soient leurs actes? Alors globalement, c'est un sentiment humain qui permet justement cette adaptation, qu'on commence à ressentir vers l'adolescence, quand on commence à intégrer le jugement de l'autre. Donc vers 10-12 ans, on commence à ressentir cette culpabilité normale. Par contre, dans certains profils plutôt psychiatriques ne ressentent pas cette culpabilité parce qu'ils ont un défaut de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité de ressentir de l'empathie pour les autres et à leur prêter une intention. Donc on retrouve dans ces profils-là les personnes narcissiques, on en parle régulièrement dans la presse, mais les personnes narcissiques ne sont pas vraiment douées d'empathie, mais également les personnes qui présentent un trouble du spectre autistique et qui souffrent de ça pour l'adaptation, parce que c'est difficile quand on n'est pas empathique de s'adapter au groupe social, et certaines personnes souffrant de certains types de schizophrénie. Est-ce que l'éducation joue, notamment les parents, quand on culpabilise les enfants? Mais tu te rends pas compte. Exactement. Tu as volé ce bonbon, c'est grave, tu es un voleur, tu vas aller en prison. Exactement, l'éducation peut diminuer ou augmenter, ça c'est certain. Donc il y a, t'as vu ce que t'as dit à ta maîtresse, c'est pas bien, c'est très grave. Cet exemple, t'es un voleur, tu vas aller en prison, et puis le marchand il va peut-être fermer sa boutique à cause de toi. On peut aller loin. Il n'aura plus d'argent pour nourrir sa famille, malheureusement. Exactement, et ses enfants ne pourront plus aller à l'école, et ça c'est de ta faute. Et donc oui, en effet, l'éducation peut ou augmenter ou diminuer, tout dépend de la façon dont on traite tout ça. Est-ce qu'on peut apprendre à gérer cette culpabilité? Rim, est-ce que ça vous embête, vous, de vous sentir coupable mais parfois oui, de situation? ça m'embête parce que des fois, je sais qu'il n'y a pas vraiment de raison, donc j'essaye de me dire, on va dire, de penser à la situation et de me dire, mais non, t'as rien fait de mal, en fait, si la personne le prend mal, tant pis pour elle.
Alors c'est un bon début. Un grand Mais travail. en ce qui concerne Rim ou Simon et concernant sa rupture, on va déjà faire la liste de tous les facteurs qui peuvent être impliqués finalement dans ce qui vient de se passer. Pas dans la culpabilité, dans la rupture, dans ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on aurait dû faire. Tous les facteurs. Et c'est pas oh bah oui mais c'est pas si grave, parce que si on réévalue cette pensée comme ça, on risque de retomber dans le même écueil, parce que quand on traite son émotion par l'inverse, ça marche rarement. On a de la culpabilité, on l'intègre. Donc, quels sont les différents facteurs? Donc, pour Simon, j'avais noté, j'ai pas communiqué sur mes sentiments, d'accord. Il a arrêté de me parler. À un moment, mon compagnon a arrêté de me parler. J'ai écouté les conseils de son ex. Après, la liste peut être très longue des facteurs impliqués dans la situation. Après, on va attribuer un pourcentage d'importance ou d'adhésion à chacun des facteurs. Donc, par exemple, pour « je n'ai pas communiqué sur mes sentiments », il y croit, il y adhère à 50%, ça, Simon. Il a arrêté de me parler, il pense que c'est 40% de la responsabilité de la rupture. C'est vrai que d'arrêter de discuter, c'est quand même problématique. Et j'ai écouté les conseils de son ex avec qui ça s'est fini, pour gérer cette situation-là, 10%. En attribuant ces facteurs-là, on va pouvoir ensuite réévaluer la pensée initiale. La pensée initiale était qu'il était responsable de cette rupture, qu'il n'avait pas été à la hauteur, pour une pensée qui va être dite plus réaliste. Donc, les responsabilités sont partagées, je peux me concentrer sur les pistes d'amélioration. En faisant ces travaux, finalement, de recherche des facteurs, on peut identifier, donner du sens à la rupture, faire le deuil de la relation, et puis réfléchir à des changements de comportement, d'attitude, dans une prochaine relation, les pistes d'amélioration pour le suivant. Quand c'est une culpabilité qui est normale, est-ce qu'on a besoin de faire ce bilan? On peut avoir le droit de culpabiliser pendant quelques temps et passer à autre chose, non? À partir de quand on se dit la culpabilité, elle devient problématique? Parce que si, dans une rupture, c'est des choses qui arrivent, on peut être triste. Vous connaissez ça par cœur. Dès qu'il y a un impact un peu sur la vie quotidienne, c'est-à-dire sur le sommeil, l'appétit, mes sorties, etc., de ne pas être bien pour une rupture, vraiment pas bien 1 semaine, 2 semaines, c'est OK. Si ça dépasse et si ça impacte le fonctionnement général, là, on commence à travailler là-dessus. Et justement, quand la culpabilité devient pathologique, on revient à l'exemple de Sabine, qui pense que son père a un cancer à cause d'elle, qu'est-ce qu'on fait? La très bonne nouvelle, c'est qu'on va utiliser exactement les mêmes outils. En revanche, comme elle est déprimée, elle présente une forme de handicap cognitif, c'est-à-dire qu'elle est freinée pour sa réflexion, pour sa concentration, sa mémoire, etc. Et comme c'est assez délirant, on va devoir s'y reprendre à plusieurs fois et puis surtout l'accompagner dans quels sont ces facteurs possibles et réitérer l'exercice autant de fois que possible. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit. Il faut franchir le pas du psychologue pour aller consulter quand on a une culpabilité qui est trop importante. Merci beaucoup Anne-Victoire de toutes ces explications. Et tout de suite, on va parler... Non, qu'est-ce qu'on fait? C'est moi. C'est Rim, oui. C'est Rim qui répond à toutes vos questions. Désolé, je découvre cette émission, elle est vraiment très intéressante. Vous êtes au bon endroit, C'est la question de Géraldine qui nous demande si on peut manger des œufs quand on a du cholestérol. Eh bien Géraldine, on y répondra dans quelques instants dans notre dossier du jour consacré aux œufs. Rim, c'est à vous. Oui, alors Monique nous a écrit en nous disant « Je me décourage chaque fois que je dois enfiler mes bas de contention. J'ai des difficultés à me pencher et à l'arrivée, je ne les porte pas. Est-ce que vous avez des astuces ?» Donc Monique, vous n'êtes pas seule puisque beaucoup de personnes qui ont des bas de contention qui leur sont prescrits ne les portent pas parce que c'est trop difficile ou vont les porter 1 jour sur 5 et malheureusement ça sera beaucoup moins efficace. C'est ce que m'a confirmé le docteur Thomas Dolady qui est médecin vasculaire qui m'a aidé pour cette chronique. Alors ces bas de contention ou de compression, ils peuvent servir à améliorer le retour veineux, soulager les jambes lourdes, y compris pour les femmes enceintes pour qui c'est difficile à mettre, diminuer les varices, éviter des complications type phlébite. Donc il y a plein d'indications et donc beaucoup de gens qu'en portent. On les achète sur prescription médicale et ils ont une contention qui va de 1 à 4. 4 étant la plus compressive. Alors moi je reconnais que j'ai dû mettre des bas de contention à la suite d'une fracture, mais qu'est-ce que c'était dur à mettre et pourtant je m'estime être plutôt jeune et en bonne santé. Donc c'est vraiment des fois très difficile. Absolument. Donc on va essayer déjà d'en mettre sans aide. Voilà, ça c'est une classe 2, ce sont des chaussettes de classe 2 et vous allez voir que quand je les mets sans aide, eh bien au niveau de notamment ici là du coup de pied de la cheville, c'est quand même pas évident. Donc je suis obligée de me pencher, je suis obligée de tirer dessus et voilà, il faut encore monter, donc ça peut avoir ce côté décourageant. Il faut avoir de la force, être souple, avoir la bonne technique, ne pas avoir de douleur, c'est franchement pas évident. Exactement, donc pas évident. Donc ça, je vais les retirer en tirant un peu dessus et
en faisant mes recherches, j'ai donc, et ça c'était de la classe 2, donc imaginez classe 3 ou 4, en faisant mes recherches, je trouve plusieurs appareils qui peuvent nous aider, et notamment ce cadre en fil bas que je vous montre ici. Donc imaginons que je suis comme Monique, que j'ai du mal à me pencher, je vais donc me mettre par exemple sur une chaise, et là l'idée, ça va être de mettre le bas sur cette partie donc, de l'enfil bas. Ensuite, sans me pencher trop, je vais essayer... Voilà, de faire en sorte de pouvoir glisser mon pied facilement. Donc le bas, voilà, il est bien remonté dessus. Là, je m'assois sans me faire mal. Je vais ensuite mettre mon pied. Et là, l'idée, c'est d'essayer que le pied aille le plus au fond du bas possible pour que ça corresponde bien à la forme du pied. Et là, je vais tirer dessus, voilà, comme ceci. C'est pas mal, hein. Donc, vous voyez, ça marche quand même pas mal. J'ai plus qu'à faire ça. Et voilà. Donc, cool, celui-là, moi, il m'a plutôt convaincu, sachant qu'en plus, il n'est pas trop cher. Il coûte environ 30 €. Donc ça, c'est une première petite Et vous voyez, je n'ai pas eu à me pencher, en tout cas. Donc ça, c'est pas mal. Plutôt simple et efficace, 30 €. Et vous êtes venu avec un autre accessoire, un boudin pour enfiler les bas. Alors là, il faut nous expliquer. Plus étonnant, là, j'ai dû regarder quand même le mode d'emploi pour comprendre comment il fonctionne. Donc, on commence en mettant le bas sur son bras. C'est ça qui va nous aider. Ensuite, donc, on prend ce petit boudin là en caoutchouc et vous voyez, il glisse très bien quand même, hein. Et là, il faut rabattre le haut du bas, donc la partie qui se met sur la cuisse, faire un boudin avec, donc autour du boudin en caoutchouc, voilà, comme ceci. Alors, un petit peu plus difficile, puisque là, je vais donc mettre mon pied à l'intérieur, mais vous voyez, je dois quand même me pencher. Hop, voilà. Il faut être souple, hein. C'est quand même moins simple. Hein. Moi, j'accroche moins, mais bon, on va voir. Alors, maintenant, j'essaye, et si je le remonte sur ma jambe, qu'est-ce que ça donne ? Quand même. Alors, ça aide un petit peu, mais c'est vrai qu'il faudrait quand même... retirer dessus, voilà. Donc, c'est un peu moins bien. Alors oui, le médecin m'avait dit que ça peut marcher pour les personnes, mais je pense qu'effectivement, il faut prendre le coup de main un petit peu plus qu'avec l'enfil bas. Il faut pouvoir se pencher, être un peu souple. Et celui-ci, une 60aine d'euros en plus, donc bon. À chacun de trouver l'accessoire qui lui convient. Exactement. En attendant, on peut également se servir de gants, avec des gants un peu particuliers. Alors ça, c'est une bonne technique parce que ça peut quand même nettement aider. Vous avez donc ces gants, par exemple, avec du caoutchouc sur la paume, qui vont aider en fait à attraper le bas, ça ne va pas glisser, ou tout simplement des gants en latex qu'on trouve un petit peu partout. Et là, de la même manière, ça va éviter, donc déjà, imaginons, vous portez des bagues, ça va éviter que ça file le bas. Si vous avez aussi des beaux ongles faits, pareil, ça va éviter que ça vous file les bas. C'est assez simple et puis surtout, ça accroche bien, c'est un matériau qui accroche. D'autres petits conseils, c'est toujours de les mettre le matin quand on a les jambes qui sont pas trop gonflées. Ça, c'est bien. On ne tire pas d'un coup progressivement parce qu'on risque de les déchirer. Et puis, il faut que la taille soit bien adaptée. Imaginons, vous avez vraiment trop de mal. Peut-être que la taille n'est pas la bonne. C'est peut-être trop petit pour vous. Donc, on demande conseil en pharmacie. Ils peuvent prendre les mesures ou dans les magasins spécialisés. Vous donnez tous les petits conseils que je viens de vous donner. Et un site fait par des médecins vasculaires avec plein de conseils dedans, c'est macirculation.com. Et je crois qu'une phlébologue nous avait dit un jour sur le plateau que si on doit mettre une classe 3, on peut mettre une classe 2 plus une classe 1. Donc au lieu de mettre la 3 qui est très 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 dure, on en met une qui est un peu moins difficile et on rajoute une autre couche, ce qui permet, voilà, c'est du bricolage, mais dans l'intervalle, ça peut vous aider. Eh bien, merci Rim de toutes ces explications et de la démo. Merci, c'était très très chouette. L'appel à questions pour vous Oui, alors bien sûr, donc c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Et tout de suite, il est temps de prendre le pouls de la France, direction l'Aude. Nous y avons rencontré une tatoueuse de talent, Audrey, qui aide les femmes à se réapproprier leur corps après un cancer du sein. Nos équipes ont suivi ce travail à la fois technique et réparateur. Un reportage de Géraldine Zamanski, Julie Ledru et Denis Moreau. À Fabrezan, loin des grandes villes, exerce une championne de France de tatouage, Audrey Bonnet. Championne dans une catégorie très particulière, les aréoles mammaires, pour les femmes touchées par un cancer du sein. Comme Séverine et Laura. Laura a même eu besoin de 2 tatouages, car après le diagnostic de cancer au sein gauche, un grave risque génétique a été identifié. J'ai voulu faire l'ablation des 2 seins en prévention.
Donc, et le chirurgien m'avait demandé si je voulais garder les tétons, sachant qu'il y a un risque de récidive. Donc, j'ai préféré tout enlever. Donc, ça a coulé de source qu'après, il fallait que je fasse le tatouage de l'aréole mammaire. 2 mois après la création de ces aréoles, c'est aujourd'hui la séance de retouche finale. On va retravailler au niveau de la cicatrice, ça s'est éclairci. Et après, on va redonner un petit peu d'intensité au niveau de l'aréole et du mamelon, les petits détails pour le faire ressortir. En fait, c'est tout lisse, mais visuellement, on a l'impression que t'as le mamelon qui ressort. Allez, on y va? C'est OK pour toi? Ouais. Audrey utilise ici des techniques et des dispositifs très différents des tatouages classiques. Ça va être un tatouage assez doux au niveau de l'aréole, qui va être très léger parce que déjà la peau elle est abîmée par les cicatrices, par le protocole qui a été utilisé pour traiter le cancer. C'est parce qu'une proche d'Audrey a vécu ce douloureux parcours qu'elle s'est engagée dans cette voie. Ma marraine qui a eu un cancer du sein s'est fait faire l'aréole comme ça à l'hôpital. Et au niveau de l'aspect visuel, c'était vraiment pas très, très beau, quoi. Et du coup, je me suis dit que j'allais trouver la meilleure technique possible pour pouvoir lui donner une aréole mammaire digne de ce nom. Alors Audrey est allée se former en Belgique et s'est entraînée des heures sur des peaux artificielles, comme celle-ci, qui lui a permis de remporter le titre de championne de France. Elle a trouvé le moyen de donner cette étonnante impression de relief. Là, je prends une encre un peu plus foncée pour venir réaliser les petits détails qui vont permettre de donner du volume. Dans mon tatouage, j'essaie de créer l'imperfection, en fait, comme on est naturellement. C'est l'imperfection qui crée la perfection. Je te laisse te regarder dans le miroir. C'est magnifique. Ça vaut le coup de souffrir. Vraiment, c'est incroyable. Je retrouve une poitrine. Elle est mutilée, oui, je le sais, mais avec le tatouage, c'est différent. Mais cette étape n'est pas prise en charge par l'assurance maladie. Alors Audrey, consciente des difficultés financières des patientes, propose un tarif réduit aux membres d'une association de femmes touchées par le cancer. Séverine, sa présidente, est la première à en avoir bénéficié. Le plus beau des compliments, c'est celui-là de mon mari, qui m'a dit que on dirait que c'est comme avant. Et de pouvoir entendre ces mots comme ça, venant de son mari, c'est très fort, quoi. C'est fort émotionnellement. De me dire, il retrouve le même visuel qu'avant la maladie, quoi. Donc, non, merci. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir fait confiance. Et au cœur des séquelles esthétiques du cancer, Audrey a aussi découvert le poids des cicatrices. Alors elle a décidé d'apprendre à camoufler toutes ces traces d'opérations ou d'accidents, comme celle laissée sur le bras de Manon par une importante griffure de chien. Tout ici, là, c'était vraiment tout blanc. On la voyait énormément, comme si j'avais un trait de crayon blanc. Grâce à Audrey, avec les 2 séances de pigmentation, c'est quasiment parti. Et tout devrait disparaître après cette séance. Je viens cibler vraiment le fil de la cicatrice et après, je viens implanter le pigment autour et dessus pour qu'on ne voit plus le trait blanc, en fait. En effaçant les séquelles des accidents de la vie, Audrey atténue aussi leurs douloureux souvenirs. On passe à notre dossier du jour. C'est un des aliments préférés des Français qui ne coûte pas cher, riche en protéines, qu'on peut cuisiner de 1001 façons et qu'on a du mal à parfois trouver au supermarché. On vous parle de la folie des œufs et on répond à toutes vos questions avec nos spécialistes. Et nous sommes toujours avec Sophie Janvier, notre diététicienne nutritionniste. Et nous sommes ravis d'accueillir Brice de Bishop. Bonjour. Bonjour. Vous êtes producteur d'œufs à Vulaines, les Provinces et en Seine-et-Marne. On a reçu plein de questions à propos des œufs. Vous pouvez encore nous les envoyer par SMS au 41 555. Petit tour de table, je ne vous demande pas si vous aimez les œufs, mais quels sont vos œufs préférés, Rim? Les œufs brouillés, moi j'adore. Les œufs brouillés pour vous. Simple et bon. Anne-Victoire? Moi j'en mange beaucoup, donc coq, j'aime beaucoup coq. Dur de temps en temps quand faut bouger, mais sinon en appareil pour une quiche ou... Ça marche, très bien. Tout marche. Moi brouillé, j'aime beaucoup. Cocotte aussi, je trouve ça très bon. Brice, en tant qu'éleveur, vous mangez des œufs vous aussi? Oh oui. Et vous les mangez comment vous les œufs? De toutes les façons possibles, mais cocotte j'aime beaucoup et coq aussi, oui.
Vous nous avez amené des œufs du jour, en fait, c'est ça? Exactement, oui. Et certains, d'ailleurs, ont une particularité, ils sont un peu cabossés, là. On les voit. J'ai fait exprès de ramener des œufs avec des formes un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans le commerce pour montrer que ça existe. Si jamais les consommateurs en trouvaient dans leur boîte, il n'y a pas de problème. C'est des œufs qui sont tout à fait normaux. C'est juste un problème de calcification sur la coquille. L'intérieur est exactement pareil que le reste. Donc il n'y a pas des beaux ou des œufs moches, en fait. À partir du moment où on a le... L'œuf moche, il existe visuellement, mais certainement pas gustativement. Vous produisez... Ah pardon, non, juste pourquoi celui-là il est plus clair? C'est le hasard? C'est un problème de coloration, de pigmentation. J'en ai pas eu beaucoup, j'ai dû en avoir 2 ce matin. Il est aussi bon que les autres. Il est aussi bon que les autres, il n'y a aucun problème. Vous produisez des œufs biologiques? Oui. Donc ça veut dire quoi concrètement quand on a des poules, enfin des œufs biologiques? C'est-à-dire que la poule, elle est traitée comment? Elle est traitée, elle est nourrie uniquement à base d'aliments issus de l'agriculture biologique. Elle a accès à un parcours plein air. Elle a une habitation qui est un peu plus large au sein de son bâtiment. Et elles sont moins nombreuses pour accéder à l'eau, elles ont une norme de bien-être animal supérieure. Elles ont une belle vie de poule, quoi, en fait. Exactement. Et du coup, ça veut dire qu'on peut également se dire qu'on a des œufs de meilleure qualité, forcément, ou... Non, pas forcément. Au niveau organoleptique, quel que soit le code, normalement, il n'y a pas eu d'études qui prouvaient que c'était différent. Justement, le code, comment on fait pour savoir ce qu'est des bons œufs, ce que sont des bons œufs? Alors, biologique, c'est... On regarde le chiffre et la lettre. On va afficher une petite infographie à l'écran. Alors, le premier chiffre, c'est le code de production, donc 0 pour bio, 1 pour plein air ou label rouge, 2 pour les poules au sol, et 3 pour les poules élevées en cage. Bon, 3, c'est catastrophique, on est bien d'accord. Il faut aller plus proche de 0. De toute façon, la production tend de plus en plus vers le 2, 1 et le 0. Naturellement, les producteurs se tournent vers ces modes de production alternatifs. Et ce qui est très important, c'est les 2 lettres d'après, c'est le FR. Ça veut dire que ce sont des œufs qui sont issus de France. Et c'est vraiment un gage pour le consommateur de qualité sanitaire, nutritionnelle optimum. Et les poules élevées en cage, est-ce qu'on en trouve moins qu'avant? Oui, de moins en moins, oui. On baisse tous les ans et on a un plan de filière à 2030 qui devrait nous amener à moins de 10% d'œufs produits en cage en France. On est très en avance par rapport à toute l'Europe. Orlan nous demande si les œufs sont une bonne source de protéines comparée à la viande. Sophie Janvier, vous nous avez préparé une petite carte d'identité des protéines. Des œufs qui contiennent notamment des protéines, justement. Absolument. On va distinguer le blanc et le jaune. Donc, dans le blanc d'œuf, qui représente à peu près 60% du volume de l'œuf, eh bien, il y a aussi 60% du volume total des protéines. On croit souvent que les protéines, c'est uniquement dans le blanc d'œuf. On voit que non. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le blanc d'œuf? Eh bien, on a quelques petits nutriments comme le sodium, le potassium et un peu de vitamine B2 et de l'eau. Mais ce qui est vraiment très nutritionnellement dense, c'est le jaune. Et dans le jaune d'œuf, donc, il y a bel et bien des protéines, 40% du volume total de l'œuf. Également des lipides d'une grande variété, mais essentiellement des lipides de très bonne qualité pour notre santé, mono et polyinsaturés. Il y a bel et bien aussi dans le jaune d'œuf, on y reviendra, du cholestérol. Et puis beaucoup de vitamines, vitamine A, vitamine B, vitamine D. Je rappelle que la vitamine D, c'est rare de la trouver dans un aliment. En général, on la synthétise au soleil, donc c'est vraiment une bonne source. Également vitamine E, vitamine K. Et puis des petites molécules très intéressantes comme la choline, qui est favorable pour notre santé mentale, notre santé cérébrale, notre santé hépatique également. Un œuf contient 1/3 de nos apports journaliers en choline, des caroténoïdes, ce sont des antioxydants, et puis enfin quelques minéraux, fer, phosphore, sélénium. Donc on voit que c'est un aliment vraiment très complet. Bah, franchement, c'est une carte d'identité assez impressionnante. Hein. Ce qui fait que les Français consomment de plus en plus d'œufs et qu'on en manque, notamment dans les supermarchés. Moi, j'ai du mal à trouver des œufs. On a l'impression qu'on est sur une denrée rare. À l'époque, on avait une pénurie d'huile. Et pour les œufs, c'est pas évident. C'est la production qui pose problème? Non, la production ne pose pas problème. La production croît tous les ans. Il y a pas de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Pas assez vite par rapport à la demande. En fait, c'est le décalage entre les deux. Et un poulailler, c'est long à monter. C'est 2 ans, parfois 3. Parce qu'il y a des permis de construire, des autorisations administratives, donc ça ne se fait pas en claquant des doigts. Et puis comme avec l'inflation, les Français consomment aussi moins de viande. On avait cette question tout à l'heure, moins de viande rouge, on se dit on a une source de protéines, il y a un contexte économique, l'œuf c'est pas cher. C'est ça, c'est la protéine animale la moins chère à disposition des consommateurs. Géraldine, elle nous demande si elle peut manger des œufs alors qu'elle a du cholestérol. Alors oui, on va commencer à briser un peu ce mythe. Donc effectivement, il y a bien du cholestérol dans le jaune d'œuf, mais aujourd'hui, la plupart des études confirment que l'impact de ce cholestérol de l'œuf sur notre cholestérol sanguin est faible, voire nul chez la plupart des gens. Après,
On peut dire qu'il y a certaines personnes qui sont dites hyper répondeurs, c'est-à-dire qu'elles vont être un peu plus sensibles à ce cholestérol alimentaire. Dans ce cas-là, on va leur conseiller de ne pas en surconsommer, mais à part ça, on peut tout à fait raisonnablement manger tous les jours 2 œufs, par exemple. C'est la question de Marc, hein. Combien d'œufs par jour on peut manger pour un adulte en bonne santé? Donc un adulte en bonne santé qui n'a pas de problème cardiovasculaire, qui n'a pas de cholestérol, 2 voire même peut-être 3 par jour, c'est faisable. Si on a du cholestérol, on vérifie si on n'est pas hyper répondeur, c'est-à-dire qu'on peut faire un test pendant 2-3 mois de limiter un peu plus la consommation d'œufs et on voit si oui ou non ça fait baisser son cholestérol. Et alors, quelle que soit la forme de préparation, il y a les mêmes apports, il n'y a pas une forme qui est meilleure pour la santé qu'une autre? Alors, en termes d'apport nutritionnel, ce sera équivalent, mais on va dire que pour bénéficier de la biodisponibilité de certains micronutriments, on va essayer de garder le jaune coulant. Ça va être plus biodisponible, nos caroténoïdes par exemple, ou la vitamine D. Et puis le blanc d'œuf, on va essayer quand même qu'il soit quand même bien cuit, mais pas trop non plus, pour une meilleure biodisponibilité des protéines. On a cette question qui a disparu, qu'on va retrouver dans quelques instants. Vous avez une question, Victoire, sur la cuisson? Vous avez répondu aux questions sur le mode de cuisson, oui, qui va être favorable, mais donc ça par exemple, donc, l'œuf coque, l'œuf mollet, l'œuf cocotte, même l'œuf brouillé. On va dire que l'œuf dur va être un tout petit peu moins favorable, mais si vous aimez les œufs durs, mangez-en, bien sûr. Et pour les enfants ou les femmes enceintes, est-ce qu'il y a des restrictions particulières? On évite de consommer l'œuf cru quand on est enceinte ou on est immunodéprimé pour les risques de salmonellose. Et cette salmonellose, globalement, à la cuisson, elle disparaît. Un œuf, c'est beaucoup plus résistant que ce qu'on pense finalement. Oui. Contrairement, on se dit que la coque, elle est fragile. Alors, elle est fragile au choc, effectivement. Mais si je vous donne un œuf comme ça, que je vous le fais mettre dans le creux de la main, je vous mets au défi de le casser. Ah, on peut pas casser un œuf comme ça? Attention, vous mettez bien placez-le bien, hein, faut le mettre dans le genre bon là, sens. si je mets toute ma force, vous êtes sûr? Essayez. Mais si après j'en ai partout, je suis désolé. ah, c'est impossible. Non. Ah ouais, on peut pas casser un œuf. Non mais vous arrivez. Bah voilà, alors celui-là, on va pas faire le test. Moi, je vais y arriver encore moins, je pense. Mais, mais c'est vrai, oui, c'est vrai que c'est plus résistant que ce qu'on. Oui, je disais que c'était costaud tout à l'heure. Oui. C'est impossible. Voilà. Ah oui, comme quoi. Et par contre, si je fais ça. Non, mais le moindre petit choc, effectivement, c'est complètement différent. Oui. On a Raymond qui nous propose cette question. Est-ce que les œufs bio sont vraiment meilleurs? Parce que si les poules sont enfermées, cela ne change rien. Attendez, une poule qui produit des œufs bio, elle est enfermée ou elle est en plein air? En ce moment, elles le sont à cause de la grippe aviaire. Donc on fait une mise à l'abri parce que c'est un virus qui est très contagieux. Et donc pour éviter que les poules ne l'attrapent par la faune sauvage, on les met à l'abri et on les empêche de sortir pendant quelques temps. Donc là, en ce moment, elles sont plutôt enfermées, donc elles ne courent pas. Elles ne courent pas. Mais l'aliment reste biologique, donc il y a quand même une différence par rapport aux autres. On a Yolande qui nous pose cette question. Alors, le jaune ou le blanc, qu'est-ce qui est meilleur pour la santé? Vous avez dit tout à l'heure, finalement, c'est complémentaire. Oui, effectivement. Donc, on va dire que vraiment, la densité nutritionnelle, elle est quand même dans le jaune. Il y a beaucoup plus de nutriments. Mais voilà, si on est axé sur les protéines, il y en a un peu plus dans le blanc d'œuf. Donc, la totalité de l'œuf est intéressante. Et pour revenir à la question de Raymond tout à l'heure, est-ce que l'œuf bio, sur le plan nutritionnel, il est meilleur? Vous avez dit que non, finalement? À ma connaissance, non. Les études montrent que non. Ouais. Mais bon, on a plutôt envie d'avoir une poule qui est bien élevée, bien traitée. Exactement. En bout de Disons qu'il chaîne. y aura a priori peut-être moins de résidus de pesticides. Normalement, il n'y en aura pas. Voilà. Et au niveau du goût, est-ce que ça change quelque chose? Comment on sait qu'un œuf est de bonne qualité? Parce que c'est vraiment la cuisson, la technique de préparation, où l'œuf en tant que tel peut avoir un goût différent? À ma connaissance, non. J'imagine que l'alimentation des poules doit faire varier, mais dans les œufs que vous trouvez dans le commerce, l'alimentation est globalement la même pour tout le monde. Les grandes lignes sont les mêmes. Combien de temps on peut garder un œuf? Alors, quand vous regardez sur une boîte, vous avez ce qui s'appelle une DCR, date de consommation recommandée, qui est de 28 jours. Mais sur le papier, on peut le garder plus longtemps. Il n'y a pas besoin de le mettre au frais. Il faut faire attention à ce que la pointe soit en bas quand on garde un œuf. Je sais pas, quand vous regardez un œuf, on le stocke pointe en bas. Pourquoi? Il se conserve mieux comme ça. Okay. Il se conserve mieux en bas. Oui. Ah, alors que moi, je fais l'inverse. Ouais, moi aussi. Et normalement, dans la boîte, quand vous ouvrez la boîte, ils sont pointe en bas. Donc, si et vous alors, les vous dites retournez... pas au frais pour les conserver, donc il y a 2 écoles. En fait, il n'y a pas besoin de les garder au Mais frais. est-ce que c'est mieux si c'est au frais? Non, parce que souvent, on dit que le froid va créer un peu de condensation et va rendre la coquille un peu poreuse à ce que vous pouvez avoir des odeurs dans le frigo ou éventuellement une bactérie qui traînera dans votre frigo. Okay. Que là, mais ça ne dure pas plus longtemps, la conservation n'est pas meilleure si c'est au frais. Non. Vous avez qu'à regarder en supermarché, ils ne sont jamais au frais. Oui, tout à fait. Et puis les œufs sont au chaud en général. Sous la poule. Par contre, alors ça, c'est quand on va avoir les poussins. C'est du coup par commander quand vous voulez les manger derrière. Je ne découvrais pas. Non, mais globalement, température ambiante est régulée. C'est-à-dire que si vous avez une cuisine où il y a des grosses variations, vous ne les collez pas à côté du four ou des plaques ou des choses comme ça. Quoi. Alors, en apparence, rien de plus simple que de faire un œuf
à la coque ou tout simplement une omelette. Mais pour obtenir une cuisson parfaite, eh bien, il y a quelques règles à respecter. Nous avons demandé à un chef étoilé de nous donner ses astuces de grand chef. Reportage Safar Baroud, Alexandre Delaval et Véronique Bourgin-Jacquin. Riche en protéines, en fer, en vitamines, l'œuf est un aliment qui a tout bon à condition de maîtriser l'art de sa cuisson. À Issy-les-Moulineaux, le chef étoilé Alexis Voisonnet nous partage tous ses secrets pour réussir les œufs à la perfection. Et on commence par une recette que nous avons tous déjà ratée au moins une fois, les œufs pochés. Donc pour les œufs pochés, c'est pas très compliqué, il faut simplement casser vos œufs. Vous les mettez individuellement dans les petits ramequins. Et attention à ne pas éclater les jaunes. Ce que je rajoute, c'est un petit peu de vinaigre blanc, déjà dans les petits ramequins. Ça va aider un peu à ce que le blanc coagule légèrement. Grâce au vinaigre, le blanc d'œuf commence déjà à figer. Rajoutez-en aussi dans la casserole environ 250 ml pour 1 litre d'eau. Et avant de plonger les œufs, on va faire un mouvement circulaire qui va nous permettre justement à ce que chaque œuf coagule le plus rapidement possible. Là, ça bout, donc on n'est pas trop mal. Versez un par un vos œufs dans le tourbillon d'eau bouillante et au bout de quelques minutes, vous tapotez un peu sur les côtés. Là, on voit que le blanc est encore un peu tremblotant, donc c'est qu'il manque de cuisson. une fois que le blanc semble ferme, sortez vos œufs de l'eau et n'hésitez pas à recouper ce qui dépasse pour un œuf plus présentable. Lorsqu'on l'ouvre en deux, voici le résultat attendu. Le but, c'est que le blanc soit cuit, mais que le jaune soit coulant. Voilà pour l'œuf poché. Et si vous aimez le jaune coulant, une autre cuisson devrait vous plaire, l'œuf à la coque. Je privilégie de sortir les œufs, si vous les aviez rangés dans votre frigo, un peu à l'avance, parce que sinon, avec la chaleur de l'eau, ça risque de faire un petit choc thermique et simplement de casser la coquille. Autre astuce pour les acclimater à la chaleur, tenez vos œufs au-dessus de l'eau bouillante pendant quelques secondes avant de les déposer très délicatement. Timer, 3 minutes 30 maintenant. Il y a vraiment une règle qui est assez simple. Généralement, on suit 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes. 3, 6, 9, c'est assez simple à retenir. 3 minutes à peu près pour les œufs à la coque, 6 minutes pour les œufs mollets et on va être sur 9 ou un peu plus sur les œufs durs. À vous de varier le minutage en fonction de vos goûts. Au bout de 3 minutes 30 pour Alexis, on sort les œufs. Bon bah là, les toucher, ça va pas vous indiquer que ça soit bien cuit. Là, c'est vraiment à l'ouverture. Il faut juste taper un petit peu là. On le fragilise au sommet. Une fois le chapeau retiré, il suffit de saler et de déguster. Là, on a fait une brioche qu'on a cuite au gaufrier. Donc il y a déjà le beurre, etc. Ça nous servira de mouillette. Puis là, faites-vous plaisir. C'est vrai que c'est bon. Troisième recette, on va faire une omelette. Mais une omelette assez simple, basique. Tout le monde peut la réaliser à la maison. Dans un saladier, cassez 2 ou 3 œufs par personne et battez-les. Attention, une omelette, ça se fait toujours à la fourchette. N'oubliez pas d'assaisonner votre mélange. On va rajouter un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, la combinaison des deux, simplement pour pas que le beurre brûle. Ça mousse, on verse. Et là, on utilise le dos de la fourchette. On attend que ça prenne un peu. Grâce à ce petit mouvement, la cuisson sera plus rapide et surtout plus homogène. En moins de 2 minutes, on obtient une omelette baveuse. Là, on va la rouler. Et là, je mets juste un petit morceau de beurre comme ça. D'une, ça va la faire briller, ça va la nourrir. Un petit peu de fleur de sel, du poivre. En omelette, à la coque ou pochée, grâce à ces astuces, il ne vous reste plus qu'à aller vous faire cuire un œuf. Très bonne chute. On a cette question de Martine qui nous demande si un œuf à la coque est plus sain qu'un œuf dur. Ça ne change pas grand-chose. Pas particulièrement, si ce n'est, comme je disais, que le jaune d'œuf va être plus coulant et donc ça va rendre certains nutriments plus biodisponibles. Pour ce qui est de l'omelette, ça dépend de la matière grasse qu'on va mettre finalement, qui peut alourdir un peu la... Oui, en fait, c'est souvent ça. D'ailleurs, tout à l'heure, sur la question sur le cholestérol, on aurait pu dire que souvent, en fait, c'est pas l'œuf le problème, mais c'est la manière dont on le prépare. Si on le prépare avec du bacon, du beurre... La mayonnaise, les œufs mimosa aussi. Voilà. Oh là là. Eh bien, effectivement, on va avoir un peu plus d'acide gras saturé et ça risque potentiellement sur le long terme d'être un peu plus défavorable. Alors vous avez dit tout à l'heure c'est 28 jours pour garder des œufs, c'est ça? Des CR, oui. Mais on peut les garder plus longtemps. On peut les garder plus longtemps, mais plus longtemps combien de temps? On a cette question d'Agnès qui nous dit comment savoir si un œuf est encore bon sans l'ouvrir, et je compléterai par sans tomber malade après l'avoir consommé. Eh bien, vous utilisez un peu d'eau comme ça et vous mettez votre œuf dedans. Et s'il coule, c'est qu'il est frais. S'il se redresse, c'est qu'il commence à arriver à un moment où il va falloir le manger.
S'il flotte, surtout, il ne faut pas le manger, comme sur l'image qu'on voit à l'écran. Donc c'est tout simple. Et ça marche avec tous les œufs, ça d'ailleurs, ou pas? Tous les œufs de poule, en tout cas. Tous les œufs de poule, oui, mais pour les œufs de caille et tout le tralala. Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, vous nous direz si vous On savez. va le laisser bien. On va le laisser à la maison. Ça veut donc dire que Myriam, elle nous dit, peut-on manger un œuf après la date indiquée sur la boîte? Bon, ça a vos risques et périls, évidemment. On vous dira pas de dépasser la date. Non. Mais bon. Mais si vous faites ce test-là et qu'il coule, normalement, il n'y a pas de problème. On demande si les œufs consommés crus sont dangereux. C'est Claudine, on a dit, on évite notamment chez les femmes enceintes. Oui, voilà, parce qu'éventuellement, il y a des risques de salmonellose. Certains vont avoir des poules pour avoir leurs propres œufs. C'est une bonne idée, ça, ou pas? C'est une bonne idée et à la fois, on augmente un peu les risques, notamment au niveau des salmonelloses, parce qu'il n'y a aucun suivi sanitaire. Nous, dans l'élevage, on fait des analyses régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas de présence de salmonellose dans nos poulaillers et donc pas dans les poules. Donc c'est un peu plus sûr sanitairement quand même de passer par un œuf du commerce. Mais après, en soi, ça permet de finir les restes. Écologiquement, ça a un sens aussi, paraît-il. Bon, après, ça fait des cacas de partout aussi, les poules. Hein. Non. Il faut avoir du terrain, ça fait du bruit, voilà. Et puis, il faut être capable de les mettre à l'abri en cas de grippe aviaire, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça dépend de la qualité des sols. Certains sols peuvent être pollués aux dioxines, au PCB. Et dans ce cas-là, l'œuf ne sera pas forcément... de meilleure qualité. Voilà. Voire même plus mauvaise. Et elles font combien d'œufs à peu près par jour, les poules? Alors, on n'est pas par jour. On va dire que sur une période de 10 jours, elles doivent faire à peu près 9 œufs. Sur 10 jours? Sur 10 jours. Ah, c'est pas mal, quand même. Hein. Oui, quasiment. Jamais plus d'un œuf par jour, hein, malheureusement. Certaines personnes pensent que ça peut faire 2-3 œufs par jour, mais non. Non, le 1 par jour est un maximum, et voilà. Est-ce qu'on peut congeler des œufs? C'est Raymond qui nous pose cette question. Alors, ça ne me serait pas venu à l'idée, mais bon, on va répondre à Raymond. On peut congeler un œuf qu'on aura cassé au préalable. On peut congeler le blanc en particulier, qui va assez bien se congeler. Le jaune, c'est un peu moins le cas. Voilà. On a cette question qui a disparu mais qui va revenir. On nous demande, tiens, est-ce que les œufs sont intéressants quand on est végétarien? C'est Adeline. Oui, absolument. Les œufs sont une super source de protéines. C'est même la protéine de référence. Donc, quand on est végétarien, on ne mange pas de viande, on ne mange pas de poisson, mais on peut manger les produits issus des animaux. Et donc, c'est une très bonne idée pour avoir son apport en protéines de manger des œufs. Les œufs sont-ils bons pour les muscles quand on ne fait pas de sport? Bon, c'est bien. Les œufs, alors, pour avoir du muscle, il faut faire du sport et manger des protéines. D'accord? C'est les deux, enfin de l'activité physique, pas forcément du sport, mais il faut les deux. Des protéines et de l'activité physique. Manger que des œufs, ça suffira pas. Eh bien, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et bon courage et bravo pour le travail que vous faites parce que vous nourrissez les Français. Et c'est vraiment un métier que je respecte avec beaucoup de respect. Je vous répète, merci beaucoup de respect. Merci beaucoup. Merci Rime, beaucoup. Anne-Victoire, Sophie, merci beaucoup. Bah voilà, c'est la fin de cette émission. Bah, on se retrouve demain. C'était cool, salut. Merci.